tu as jamais vécu au Liban, mais tu es extrêmement libanais. C'est-à-dire que tu as une culture qui est libanaise, tu manges libanais, c'est pas exotique pour toi. La musique fait partie, la musique orientale fait partie de toi. C'est principalement grâce à tes parents, n'est-ce pas, qui eux, quand ils sont partis, vous êtes partis en 1980 Non, pendant la guerre. Mes parents étaient partis même un peu avant. Et comme à cette époque-là, les gens fuyaient le Liban déjà, la guerre civile, et les gens partaient, mais personne ne s'imaginait en 78, 79 que la guerre durerait aussi longtemps. Et donc, lorsque mes parents sont partis vivre en France, c'était déjà en 77, 78, ils pensaient qu'ils allaient revenir. Donc en fait, moi je suis né à la fin des années de 1980, de l'année 80, et mes parents faisaient tout le temps des allers-retours. Et moi je suis né au Liban par hasard, parce que mon grand-père Rejd El Maalouf, donc le poète et journaliste Rejd El Maalouf, qui est le père de ma mère, mon grand-père, est décédé en août 1980. Ma mère était enceinte de moi, et donc elle était au Liban avec sa famille, et ils sont restés, et je suis né là-bas. Voilà. C'est exactement la même chose que moi. Mes parents vivaient en France, ma mère était là en août et à Beyrouth, et elle a accouché à Beyrouth. Je suis née à Beyrouth alors qu'on ne vivait pas à Beyrouth. C'est exactement la même chose. On a la même histoire, sauf que moi je me suis installée à Beyrouth 23 ans plus tard, ce qui n'est pas ton cas. Toi tu es à Paris depuis le début. Tu es venu souvent au Liban depuis que tu es né? Depuis toujours. Il n'y a pas une seule année qui est passée, pas une seule, même pendant les pires années de la guerre civile, où on n'est pas venu 3-4 mois avec toute la famille. Jamais. Wow. Et donc, tous les ans sans exception. Un jour, tu as raconté que ton père, quand vous étiez petit, vous demandait de ne pas parler en français. Vous demandez de parler en arabe. Ça devait être difficile quand on habite la France. Quand on est jeune, quand on a 2, 3, 4, 5, 6 ans, non, c'est normal parce que je n'avais rien connu d'autre. Après, tu rentres à l'école, tu as 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et à l'école, j'ai appris à parler français. Et c'est vrai que quand tu rentres à la maison et que tout le monde toute la journée parle français, tu rentres et tu as des mots français qui te viennent à la tête. Et comme mon père avait peur qu'on arrête de parler l'arabe, qu'on arrête de parler le libanais, il était interdit de parler français à la maison. Interdit. Mais vous mangez libanais aussi? Ah mais bien sûr. On mangeait libanais, on écoutait libanais. En fait, mon père, il disait tout le temps, tu vois cette porte-là, la porte d'entrée de la maison. Quand tu rentres ici, tu es au Liban. Quand tu rentres ici, tu parles plus. Ici, on est au Liban. Il disait toujours ça. S'il avait tellement peur qu'on oublie notre langue, qu'on oublie notre culture. Et mes parents voulaient qu'on rentre au Liban. Dès que la guerre était terminée, on devait rentrer au Liban. Mes parents ne voulaient pas rester vivre en France. Et c'est parce que la guerre s'est éternisée, qu'elle a duré si longtemps, que finalement on a dû aller à l'école, et que du coup, de l'école primaire au collège, et puis du collège au lycée, c'est fini, on peut plus rentrer. On était habitués à vivre là-bas, et c'était difficile de rentrer. Il y a beaucoup de Libanais comme toi qui ont vécu à l'étranger pendant la guerre. Moi, j'ai vécu à l'étranger. Moïne vivait à Dubaï, mais qui n'ont pas eu cet attachement au Liban, qui s'en sont éloignés avec le temps, parce qu'il y avait des étés où ils pouvaient pas venir, et puis qui ont commencé à se distancier, tu sais, avec leur pays, puis donc avec leur libanité. Quand on grandit, on sort un petit peu du giron de ses parents, etc. Donc, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour entretenir ça, à titre personnel, hors papa et maman, en fait? Moi, j'étais sensible à ça depuis tout petit. Le fait qu'on passe 2, 3, 4 mois chaque année au Liban, même pendant les années difficiles, c'est quelque chose qui m'a fait sentir que je vivais en fait au Liban. Parce que même quand j'étais en France, j'allais à l'école, je revenais à la maison, j'allais à l'école, je revenais à la maison, j'allais à l'école. On voyait pas grand monde parce qu'on était à la maison, qu'on était quelque part protégé.
puisque mon père voulait qu'on revienne vivre au Liban. Donc, il fallait pas trop s'attacher aux gens ici. Il fallait pas avoir trop d'implications. À la maison, on ne pensait que à notre famille au Liban. On ne pensait même pas à notre avenir en France. Tu vois, en fait, on était tout le temps. Tout le temps. Mon père, il avait même une phrase qu'il disait tout le temps. Il disait, tu vois le mur qui est là, il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Toi, ton mur, ta maison, elle est au Liban, elle est dans notre village. Et en fait, il a construit dans mon cerveau et dans le cerveau, mon cerveau et celui de ma sœur aussi, ma grande sœur Leïla, il a créé un fossé volontairement entre nous et un monde dans lequel nous vivions et dans lequel nous étions complètement intégrés. Mais c'était pas pour nous dissocier des Français ou de la France, c'était pas ça. C'était parce qu'il avait juste peur qu'en revenant au Liban, on ne soit plus des Libanais et qu'on se sente mal, en fait. Il avait peur de ça. Donc, en fait, je crois que c'est parce que mon père était très attaché à ça. Ma mère aussi, mais ma mère était consciente qu'on était en train de vivre en France et qu'il fallait qu'on s'intègre à la société française. Et donc, on était un peu balancés entre la vision de mon père, la vision de ma mère. Et puis finalement, je pense que les deux étaient bien. Je suis très très bien intégré dans la société française et en même temps, je me sens complètement libanais, même si quand je parle arabe, malheureusement, c'est nul. Ahla wa sahla, man. Ahla wa sahla. Tu parlais de mur. Ce mur ne t'appartient pas. Et en fait, tu as repris la maison de ton arrière-grand-père à Ain Abou. Et tu en as fait tes propres murs, en fait. C'est ça. C'est chez toi là-haut. Et tu y es tout le temps. C'est-à-dire quand tu viens au Liban, tu vis à Ain Abou. Tu vis pas à Beyrouth, tu n'es pas sur le littoral. Tu es là-bas et tu viens souvent. Et vous voulez la vérité, comme mon métier est un métier assez fatigant, alors pas en ce moment parce qu'en ce moment c'est le Covid et qu'on peut pas faire de tournée, mais mon métier est un métier très fatigant. On voyage beaucoup, je passe ma vie dans les trains, dans les avions, les concerts. Bon, c'est pas pour me rendre intéressant, mais c'est le concret de ma vie. Quand on fait une tournée, on fait facilement 25 pays en 8-10 mois, ce qui est énorme. Et donc, quand je rentre chez moi, j'ai besoin d'être chez moi. Et quand je vais au Liban, c'est pour me reposer, c'est pour voir ma famille, c'est pour retrouver mes racines et avoir mon chez moi dans lequel je me sens bien. Et c'est vrai que à Ain Abou, mes parents viennent de Ain Abou, ma mère et mon père de Kfar Aab, qui est juste à côté. Et lorsque j'ai appris que une personne de ma famille était sur le point de vendre une maison que mon arrière-grand-père a fait construire pour ma grand-mère, et ma grand-mère qui vit chez moi à la maison qui s'appelle Odette, elle a 99 ans. Et il y a quelques années, quand j'ai su que cette maison était en train d'être vendue, je suis devenu fou. J'ai dit, mais c'est pas possible, on peut pas. Cette maison, c'est de là que je viens. Je peux pas. Il faut préserver l'héritage. Il faut préserver l'héritage et puis parce que c'est mon histoire, quoi. Moi qui me cherche en permanence un endroit qui me ressemble. Je pouvais pas trouver mieux que cette vieille maison de 1932 construite par mon arrière-grand-père. Ma grand-mère avait 11 ans lorsque la maison a été construite, 10 ans, 11 ans. Et aujourd'hui, elle a 99, après, elle a un siècle, cette grand-mère. Et donc, je sentais que c'était un acte très, très important. Et donc, en effet, j'ai récupéré cette maison et je l'ai complètement retapée pour qu'elle soit adaptée à ma vie et à mon futur. C'est quand la prochaine soirée chez toi? J'en ai parlé. Elle m'a dit des soirées. Jaloux. Ça va. Jaloux. Tu voulais être là. Non, c'est vrai que on a fait depuis que j'ai acheté la maison, on a fait plusieurs soirées. Enfin, on en a fait 3. La première, c'était un peu en intimité. La deuxième, j'ai ouvert un peu. Et la troisième, j'ai fait, je veux que tout le Liban vienne ici pour qu'on fasse la fête. Et tous les gens proches que j'aime, les amis que je respecte, que j'aime, des gens que j'admire ou que j'affectionne. Enfin, beaucoup, en tout cas, étaient là. Et en effet, Médéa, que j'apprécie beaucoup, tu étais avec nous à cette fête. Et non seulement, pas seulement avec tes potes libanais, mais tu as aussi ramené Mathieu Chédid, qui est aussi une très grande star en France. Tu lui as montré ce que c'est le Liban et...
Tu as montré la beauté. Oui, j'avais envie... En fait, j'essaie toujours de créer des ponts. Depuis toujours, j'essaie de créer... Et c'est pas facile. Hein. C'est ça l'important. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de réticence. Les Français sont très curieux de connaître le Liban. Les Libanais sont très curieux que les Français viennent. Mais tu as toujours des réticences, tu as toujours des barrières culturelles qui sont énormes. Et je me suis confronté à beaucoup de barrières culturelles. J'ai des histoires à raconter Enfin voilà, il y a énormément de... Je me rends compte, mais quand Mathieu, par exemple, qui est quelqu'un qui adore le Liban, qui a des origines aussi au Liban, vient, c'est comme si c'était moi, quoi. C'est de la famille, là.